Nouvelle semaine, nouveau JBT, alors on va essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Alors, pour info, cette vidéo n'est pas tournée en fin de semaine comme je le fais d'habitude, elle est tournée un peu plus tôt, ce qui fait que s'il y a des news qui sont sorties entre temps, je ne pourrai pas les inclure dans cette vidéo, je le ferai la semaine prochaine. Mais voilà, je préfère vous prévenir, ne criez pas au scandale, s'il y a des choses qui ne sont pas dans cette vidéo, c'est normal, je l'ai tournée un peu avant la fin de la semaine. Alors bon, sans plus tarder, les news. Alors on va commencer par le CES de Las Vegas qui a eu lieu du 9 au 12 janvier, donc qui s'est terminé un peu la semaine dernière. Je n'ai pas pu vraiment en parler parce que donc, je faisais ma rétrospective de l'année 2017, mais on va rattraper ça maintenant. Juste pour petite information, on va quand même aller assez rapidement parce qu'il y a pas mal de vidéos qui traitent déjà du sujet, il y en a beaucoup qui y sont allés. D'ailleurs je suis un peu jaloux. Et donc voilà, on va pas couvrir tout le truc, on va plutôt s'intéresser aux autres news qui sont passées en parallèle parce que du coup forcément elles ont été un peu oubliées, toute l'attention a été attirée par le CES. Mais donc en ce CES 2018 on a retrouvé beaucoup d'intelligence artificielle. Alors il y a Google qui ont annoncé l'arrivée de leur cadre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, enfin des écrans connectés en fait, ça semble moins stylé en français qu'en anglais, avec donc Google Assistant à l'intérieur, un peu comme Amazon le faisait hein, avec la même chose avec Alexa mais qui n'était pas disponible en France. Et donc le concept c'est d'avoir par exemple dans votre salon un petit cadre avec Google Assistant intégré et une interface qui peut afficher soit des photos, soit un peu n'importe quoi, des informations sur votre journée. Et donc vous pouvez, comme vous le feriez avec Google Home, cette enceinte connectée, appeler Google en disant OK Google. Ah, c'est intéressant, mon téléphone s'est pas lancé parce que d'habitude quand je crée OK Google il se lance. Alors on a vu pas mal de robots assez mignons aussi, notamment ce robot majordome de LG qui va vous permettre d'aller chercher vos courses. Donc vous l'envoyez dans un magasin, il va chercher les courses et il vous les ramène. Alors, j'ai pas trop compris l'exemple qu'ils ont utilisé parce que, je me suis imaginé ça se balader dans la rue avec les courses dans le caddie et je me dis, mais il y a un gars qui passe, il les prend. Alors j'imagine que c'est pas vraiment l'utilisation qui est prévue pour ça, mais en tout cas ça peut être vachement bien pratique dans un hôtel notamment pour ramener par exemple le room service. Pourquoi pas? Ça fait encore du travail en moins, mais c'est plutôt sympa. Comme tous les ans, il y avait énormément de télé qui ont été présentées au CES. On a eu donc pas mal d'exemples d'OLED assez incroyables, notamment un tunnel gigantesque avec plein d'écrans OLED incurvés dans tous les sens. Ça avait l'air quand même assez incroyable. Alors, j'y étais pas, je peux pas vraiment vous dire ce que ça donne en vrai, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça avait l'air quand même assez surréaliste. Parce que la 4K de toute façon, c'est trop surfait. Maintenant, on est déjà à la 8K. LG donc a présenté une télé OLED 88 pouces en 8K. D'accord, mais aller trouver un film en 8K, déjà que ça fait plusieurs années, pour pas donner le chiffre exact parce que je l'ai pas en tête, que la 4K existe, et une bonne majorité des gens n'ont toujours pas d'écran 4K et encore moins de sources en 4K, que ce soit des Blu-ray parce que les Blu-ray 4K coûtent une fortune et que personne ne les utilise, ou même Netflix, parce que pour pouvoir voir Netflix en 4K, il faut avoir certains appareils précis. La 8K quoi les gars. Et pendant que LG mise sur le LED, Samsung annonce The Wall. J'ai un super accent anglais. Ouais donc voilà, ils aiment bien donner des petits noms sympas aux télés, on a eu The Frame, maintenant on a The Wall, donc c'est une télé gigantesque. D'ailleurs on peut même pas forcément appeler ça une télé, c'est un écran, c'est même plus une télé, personne va voir ça dans son salon. 146 pouces, c'est un mur en fait. Ah d'où le nom, The Wall. Donc c'est un écran qui se base sur la technologie micro LED, donc en fait c'est une variation de la technologie LED, c'est assez spécial parce que donc jusqu'à présent la différence entre le LED et le LED, alors je vais pas vous refaire toute l'histoire mais en gros le LED c'est des c'est des LED quoi, mais organiques donc elles produisent leur propre lumière. Alors qu'en général les télé LED, et Samsung n'avait jamais fait de LED sur les télés alors qu'ils le font très bien sur les téléphones. Les télé LED en fait c'est un filtre de lumière, c'est compliqué mais il y a un filtre de couleur voilà, et un rétroéclairage qui éclaire le filtre et donc du coup ça fait des couleurs. Voilà. Il faut un rétroéclairage. Et donc là ils ont annoncé le micro LED, ces LED elles sont tellement petites qu'en fait elles produisent leur propre lumière, donc chaque LED vaut 1 pixel. Ce qui fait que du coup on peut éteindre ou allumer un pixel exactement comme sur le LED. Donc on peut avoir les mêmes noirs qu'avec de l'OLED, mais sans les désavantages de l'OLED, qui sont le burn-in, et ces effets-là qui font que par exemple, lorsqu'on laisse une image affichée trop longtemps sur un écran OLED, il est possible que cette image reste imprégnée et qu'on ne puisse plus l'enlever, que ce soit les LED en fait elles soient brûlées, ce qui est fortement problématique. Et donc avec cette technologie-là, on ne l'aurait pas forcément. De plus, et c'est là que ça devient quand même assez intéressant, c'est qu'en fait, les télé micro LED, elles pourraient être totalement modulaires, puisqu'il suffit d'en coller plus les unes à côté des autres.
on peut fabriquer des matrices micro-LED gigantesques, donc là de 146 pouces, mais ça peut aller bien au-delà et ça peut être aussi bien plus petit. Donc c'est vraiment modulaire et ça évite d'avoir à chaque fois à créer une chaîne de production pour différentes tailles d'écran. Ce qui veut dire que donc, alors actuellement les coûts sont bon, voilà, mais que ça pourrait être une technologie qui serait accessible au grand public dans pas si longtemps que ça. Donc c'est très intéressant et c'est à suivre. Et en plus, franchement, les images avaient l'air assez impressionnantes. C'est du 4K. Alors je suis un peu déçu quand même. Moi je m'attendais de la 8K, mais après presque une année, même plus d'une année, sans nouvelles du HTC Vive, une nouvelle version donc est sortie, le HTC Vive Pro. Alors il s'agit d'une version améliorée du HTC Vive actuel qui reste en vente, donc ça va vraiment être une gamme à part, avec donc une résolution de 1440 par 1600 pixels par œil, c'est-à-dire 2880 pixels par 1600 pixels donc au total, donc c'est une grosse amélioration par rapport à l'ancien, ce qui ajoute donc une expérience plus immersive, puisqu'on va moins sentir que c'est un écran devant nous, parce que donc, pour avoir utilisé le HTC Vive, on voit quand même que c'est un écran, alors moins qu'avec d'autres casques comme le Gear VR par exemple, qui utilise l'écran d'un smartphone, mais avec le HTC Vive, on voit quand même cet effet un peu pixelisé de l'image, un peu comme ce qu'on avait sur les anciennes télés qui n'étaient pas HD en fait, ça ressemble un peu à ça l'image qu'on a. Et bah là, on aurait donc une image bien plus réaliste, avec en plus un plus grand angle de vision, donc on serait mieux immergé dans l'image. Et donc le casque a été redessiné notamment pour qu'il soit plus confortable, que donc la lumière passe moins quand on le pose au niveau des yeux notamment. Donc avant il y avait des coussinets qui venaient se plaquer contre le visage, mais la lumière des fois passait, parce qu'on n'a pas tous la même forme de tête, et donc la lumière passait par dessous, donc c'était pas extrêmement immersif. Là en fait ils ont apparemment corrigé le problème, tout est un peu flexible, donc tout s'adapte parfaitement à chaque visage. Donc voilà, c'est vraiment une version améliorée du HTC Vive normal. De plus, on a apparemment un meilleur tracking, mais ça n'a pas vraiment été testé, enfin, il semblerait que le tracking soit meilleur. Alors par contre, l'autre nouveauté extrêmement intéressante du côté des HTC Vive, c'est un petit accessoire que vous allez pouvoir fixer sur votre casque et qui va permettre donc de transmettre sans fil l'image et les données de votre casque à votre ordinateur. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'avoir un gros câble derrière vous parce qu'en fait, en général, on a un câble qui part du haut de la tête et qui descend derrière nous et qui doit être relié à l'ordinateur quand on se déplace. Vous n'avez plus besoin de ça grâce à ce système sans fil. Donc il y a une batterie intégrée que vous mettez dans votre poche et la partie sans fil, donc un émetteur et récepteur sans fil que vous mettez sur votre tête. Alors, ça a l'air quand même pas mal. Après, il faut voir au niveau de la latence ce que ça donne. Mais donc les personnes qui l'ont testé sur place ont dit que ça avait l'air vachement convaincant. Donc à voir. Seul problème, ça risque d'être assez cher. Donc déjà, un HTC Vive, c'est pas donné. Le HTC Vive Pro, j'en parle même pas, et alors en plus cet accessoire, ça commence à devenir un peu cher. Cela dit, si vous avez les moyens, franchement je pense que ça peut améliorer grandement l'expérience de jeu et ça enlève en fait la majorité des défauts qu'on avait avec ce genre de casque. Alors on en a beaucoup parlé, mais mon petit favori du CES, c'est le nouvel ordinateur, vous allez voir. Donc c'est un espèce d'ordinateur portable, donc fait par Razer, le Razer Project Linda, donc il n'est pas encore en vente, c'est un projet parce que chaque année Razer au CES, ils annoncent un truc assez incroyable et des fois c'est pas vraiment, même souvent c'est pas du tout commercialisé, ils abandonnent le projet. Là celui-là en fait, de par vraiment l'endroit où ils sont vraiment allés très loin dans le design du truc, on dirait vraiment un produit fini, il y a de grandes chances qu'il soit commercialisé. Et alors en fait, c'est pas vraiment un ordinateur, c'est une sorte de dock pour le Razer Phone. Donc je sais même pas s'il est sorti en France le Razer Phone d'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles. Mais donc c'est le téléphone donc, de Razer, qui est un téléphone très puissant avec des super specs et tout ça. Fait du coup pour le jeu. Et en fait l'idée c'est que à l'endroit où vous avez le trackpad de votre ordinateur, vous mettez votre téléphone, en fait il y a un petit dock, on passe ce téléphone dedans. Il y a un connecteur USB-C qui va sortir de l'ordinateur et qui va se connecter donc, au téléphone. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone comme cœur de votre ordinateur portable. En fait, dans l'espèce de socle d'ordinateur portable, il y a juste un clavier, une batterie et un écran. Il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est le téléphone qui va permettre donc de lancer des applications. Donc du coup, ça donne un ordinateur sur Android. C'est un peu spécial. Samsung, par exemple, faisait quelque chose de similaire avec Samsung DeX, donc, qui est leur interface pour grand écran. Donc en gros, vous branchez un clavier et une souris sur votre Galaxy S8 ou Note 8 et vous pouvez l'utiliser sur une télé. Mais là, c'est vraiment différent. C'est un produit que vous pouvez emmener avec vous qui est du coup beaucoup plus léger qu'un ordinateur normal. Et donc, vous prenez ça avec vous. Vous avez besoin de travailler, vous mettez votre téléphone dedans et hop, vous avez un ordinateur portable, mais vous gardez tous vos documents qui sont sur votre téléphone. Donc c'est quand même assez pratique pour quand on se déplace.
pour qu'on travaille toujours en déplacement, et ça évite d'avoir un ordinateur, plus un téléphone, un ordinateur fixe, etc. Là, en fait, votre téléphone, il fait un peu tout. Alors, encore une fois, c'était un prototype, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être améliorées d'ici là, notamment le fait qu'utiliser l'écran du téléphone pour faire le tracking, la souris, votre doigt, c'est assez contre-intuitif parce que forcément, il n'y a pas de clic c'est assez spécial, donc apparemment ils vont intégrer un système d'haptic feedback un peu comme Apple avec le 3D Touch qui donne l'impression qu'on clique quelque part. Enfin voilà, il y a pas mal d'améliorations qui doivent encore être faites pour que le produit soit vraiment extrêmement intéressant, et aussi au niveau du support des logiciels parce que au final, il faut que les logiciels soient adaptés à une utilisation sur un tel format, et en plus qu'ils soient donc faits pour Android, puisque l'ordinateur tourne sur Android, on le rappelle. Donc il y a certains logiciels déjà comme Photoshop ou Chrome, même YouTube qui tournent assez bien, mais par exemple, vous allez avoir un peu de mal à utiliser des logiciels que vous utiliserez sur PC notamment si vous faites des utilisations un peu intensives. Alors je sais que la suite Office tourne pas trop mal aussi, ce qui est en fait un des trucs les plus importants pour la plupart des gens, donc ça peut être vraiment une très bonne alternative à un PC portable. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le CES 2018. Bon, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, même en français, qui vous donneront beaucoup plus de détails et plein d'autres produits qui sont sortis ou qui sont en présentation que je n'ai pas cités. J'ai vraiment fait le gros du sujet. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux news parallèles qui ont été annoncées et du coup qui n'ont pas forcément percuté les gens parce que tout le monde était attaché au CES, tout le monde regardait ça et on ne s'est pas rendu compte qu'il se passait autre chose en même temps. Alors déjà, ceci dit, il y a moyen qu'il ait été au CES en fait. Donc bon, mais j'en ai entendu parler en dehors du CES, donc il y a Hasselblad, donc une marque d'appareils photo qui est pas si connue que ça en France, notamment auprès du grand public qui connaît pas trop, c'est plutôt les professionnels qui connaissent cette marque. Donc ils font en général des appareils photo complètement overkill avec des résolutions de malade. Alors leur dernier modèle haut de gamme c'était du 200 mégapixels. Oh, à titre de comparaison, le Canon 700D que j'utilise actuellement, il fait 24 mégapixels je crois. 24, 200, voilà. Petite différence. Il coûte également 20 000 € de plus, hein, voilà. Mais donc c'est vraiment des appareils photo faits pour les vrais professionnels. Et donc ils annonçaient comme ça au calme un nouveau modèle qui permet de faire des photos en 400 mégapixels. Donc en fait, une fois que vous avez pris la photo, ça vous fait un fichier sur votre carte. Alors je crois que c'est même pas des cartes SD qu'on met dedans, c'est des cartes spéciales. Bon, bref, ça vous fait un fichier de 2,3 gigas. 2,3 gigas. La photo. Voilà, je voulais juste poser ça là. Donc parlons un peu réseaux sociaux. Alors Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'intégrer dans vos stories du texte, juste du texte, sans photo derrière. Alors en fait beaucoup de personnes faisaient ça tout simplement en mettant quelque chose devant leur téléphone et en prenant une photo noire, puis en ajoutant un filtre pour avoir des couleurs parce que sinon c'est moche et on écrivait le texte qu'on voulait. Là il y aura un mode directement qui permet d'ajouter du texte avec des thèmes prédéfinis. Pourquoi pas, hein, on le faisait déjà avant, mais si, ouais, d'accord. Alors décidément, rien ne va plus pour Intel, et en fait AMD ils sont pas vraiment épargnés non plus. Donc je vous avais déjà parlé de la faille, des failles Spectre et Meltdown, qui impactent la plupart des processeurs Intel et AMD, et même des processeurs tout court en fait. Bon, je vais pas revenir sur ce qu'est cette faille, vous en avez déjà entendu parler je pense, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que Intel avait déjà annoncé qu'il y avait des problèmes avec leur patch, sur certains processeurs, sur certains ordinateurs. Lorsqu'on faisait la mise à jour, ils ne voulaient plus démarrer. On ne sait pas trop pourquoi, ça le faisait sur certaines générations, puis après sur une autre, puis finalement après sur encore une autre. Il y a eu un patch, puis un autre patch, puis un autre patch. Enfin, c'est la galère totale. AMD, ils ont carrément arrêté, ils ont dit oulala, c'est un peu n'importe quoi, parce que la plupart des ordinateurs sur Windows 7 ou 8, donc avant Windows 10, même sur Windows Vista, mais je suis même pas sûr que personne utilise Windows Vista encore, qui faisaient donc ce patch, se retrouvaient complètement bloqués. Leur ordinateur ne démarrait plus. Donc c'était déjà problématique, et là on atteint encore un niveau encore pire, puisque donc il y a eu un nouveau patch qui a été lancé par Intel. Alors eux, ils n'arrêtent pas, ils abandonnent pas, ils disent ok on va le faire, sauf que cette fois-ci, le patch a été fait par erreur sur les PC avec des processeurs récents, alors qu'il était destiné aux anciennes générations, donc Haswell et avant, donc les 4000 et tous ceux qui étaient avant, donc Intel les 1000, les 2000, non il n'y a pas eu de 1000, les 2000, 3000, 4000, voilà tous ces processeurs là, et en fait la mise à jour était faite aussi pour les 6000, 7000 et 8000. Donc ça a causé des problèmes, c'est un peu l'anarchie en ce moment, donc je vous recommande pour l'instant, alors c'est la première fois que je fais ça de ma vie parce que j'ai jamais recommandé à personne de ne pas faire des mises à jour, souvent c'est vraiment important, mais pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne les mises à jour de votre processeur, peu importe si c'est un Intel ou AMD, je vous conseille d'attendre un tout petit peu, genre 1 ou 2 semaines, le temps qu'il règle le problème, et faites-le vraiment après, c'est important parce que c'est une grosse faille, c'est dangereux, mais peut-être pas tout de suite.
Et rien ne va plus non plus chez Apple, ils enchaînent les catastrophes entre donc toute l'histoire de l'obsolescence programmée, des batteries des iPhones, le bug juste avant sur les Mac qui faisait qu'on pouvait se connecter avec un accès administrateur en tapant aucun mot de passe. Enfin, ça commence à faire beaucoup. L'année 2017, ça a quand même été sacrément dur pour Apple, et bah ça continue. Puisque donc, un développeur a posté sur GitHub une page qui, lorsqu'elle est envoyée via iMessage, fait complètement planter n'importe quel iPhone, iPad ou même Mac qui ont iMessage activé dessus. Donc c'est un bug qui est lié à la prévisualisation de la page, donc il y a des symboles bizarres qui sont envoyés, un peu comme c'était déjà le cas avant avec, je sais pas si vous vous rappelez d'Effective Power, ce message qu'on envoyait et qui faisait crash le téléphone. Mais il le faisait qu'à partir du moment où on avait ouvert le message. Là c'est vraiment genre catastrophique parce qu'en fait, à partir du moment où le message est reçu, on peut plus rien faire. Le téléphone ou l'ordinateur ou l'iPad est bloqué, il est complètement bloqué. Et alors, au bout de quelques minutes, il va finir par se rallumer. Ça peut durer même près d'une heure en fait sur des anciens appareils. Sur l'iPhone 6 par exemple, j'ai essayé et ça a duré plus d'une heure. Pendant une heure, on ne pouvait rien faire avec. Après, il redémarre. Mais pendant des fois même très longtemps, l'application message est inutilisable. Alors, donc il y a certains youtubeurs qui ont parlé de cette faille et qui ont un peu développé l'histoire parce que sinon personne n'en aurait entendu parler. Ils ont aussi proposé donc des patchs, des moyens de récupérer l'application iMessage. Donc normalement c'est pas trop problématique comme attaque. On peut pas récupérer de données, voilà. C'est juste extrêmement méchant parce qu'avec le numéro de téléphone de quelqu'un, on peut éteindre son téléphone complètement. Et il suffit qu'on l'envoie en boucle comme ça et il peut plus l'utiliser du tout. Parce que il faudrait qu'il vous bloque. Le problème, c'est que pour pouvoir vous bloquer, il faudrait qu'il puisse utiliser son téléphone. Et s'il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas vous bloquer. Enfin bref, c'est l'enfer. Alors, le développeur qui a donc publié cette faille en quelque sorte, parce qu'en fait, c'est juste une faille qui existait, mais où on n'avait plus vraiment trouvé moyen de l'exploiter, et il a vite désactivé sa page GitHub avec la page qu'il fallait envoyer pour faire crash le téléphone, parce que c'était parti un peu en n'importe quoi. Et il a donc dit non, je ne la réuploaderai plus, c'est fini, je voulais juste montrer que c'était un problème. Et on imagine qu'Apple est déjà en train de travailler sur une solution. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Alors si à chaque fois, on est obligé d'arriver à un niveau de catastrophe comme ça, il faut que tout le monde en parle pour qu'Apple commence à régler des problèmes, ça devient un peu grave. Voilà, c'est un peu tout pour les news de cette semaine. J'espère vraiment que CJYT, GYT, enfin bref, chacun le prononce un peu comme il veut. C'est comme iPhone 10, iPhone X, il y a pas mal de débats là-dessus. Alors que c'est iPhone 10, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Mais il y en a quand même qui disent non, il y a un X, iPhone X. Pourquoi pas? D'accord, ok, bon bref. J'espère vraiment que ce JYT vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est toujours agréable. Et à vous abonner pour plus de tech. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Enfin j'espère. Ouais, normalement ouais.